zoom et dézoom tout en chill, sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique, rafraîchissant, proposition et ouverture. Bienvenue dans le journal de bord d'une créative. Ah, la solitude, amie légendaire des poètes, mystérieuse invisible, révélatrice de génies endormis et de mélancolies abyssales, berceau de désillusions en ce monde obscur et décadent. Bon, tout ce genre de drama bucolique qu'on adore. Alors, ma reine solitude, sous quels angles la contemplerons-nous cette fois ? D'une part, nous ferons ici la distinction entre la solitude et l'isolement, qui, lui, serait le cousin maudit de la solitude. L'isolement que l'on subit et dans lequel on peut s'enfoncer à force de trop le laisser nous tourner autour. Et la solitude, ce serait quelque chose comme être seul et à la fois se sentir accompagné par soi-même. Et d'autre part, je propose que dans cet épisode, nous partions du principe que la solitude serait un état recherché pour approfondir des capacités de connexion à soi qui favorisent l'émergence du propos créatif. Disons qu'on appellerait ça l'inspiration. Pour ma part, j'ai mis un temps fou à être capable d'assumer un état de solitude de manière volontaire, et avec envie même. Paradoxalement, depuis que je l'accueille, et même que je la provoque, eh bien, je me sens beaucoup moins seule. Auparavant, je m'emmitouflais dans un tintamarre quasi permanent, ce qui me permettait de m'empêcher de sentir les émotions douloureuses et les inconforts. Et par la même occasion, eh bien, ma voix du dedans et sa couleur unique passaient aussi à la trappe. Pincette. Cet épisode podcastique se veut une proposition, un prisme singulier. Ton discernement est souverain en ta demeure intérieure. C'est toi, le chef de toi. Posons un point de conscience sur notre lien à cette solitude. Vitale pour certains, cauchemardesque pour d'autres, l'intensité de sa présence ou absence dans nos vies peut traduire, entre autres exemples, notre peur d'être seul et de devoir gérer l'émergence de sentiments profonds. L'intensité de ces sentiments profonds pourrait devenir ingérable tant nous la repoussons depuis longtemps, parce que plus on attend et plus ça pique, il paraît. Autre exemple de lien à la solitude, notre anxiété sociale ou peur du dehors, quand on se sent pas sécure avec les autres. Ça peut traduire qu'on peine à exprimer qui on est vraiment quand on est entouré d'autres, qu'on a du mal à se montrer authentique. Et enfiler notre masque social nous devient un fardeau beaucoup trop encombrant. Alors on se dit qu'on est mieux seul, parce qu'au moins quand on est seul, on s'autorise à être nous-mêmes. C'est pas qu'on est mieux, c'est que c'est devenu notre mode par défaut. Disons, le moins inconfortable. En dehors de ces exemples généralistes, il y a bien entendu autant de configurations possibles que d'individus. Je te laisse le soin de poser tes propres mots sur ton expérience, aussi propre que tes mots. Dans le cadre de la créa, on entend parler d'écrivains qui s'isolent pendant des mois et qui ressortent de là avec un chef-d'œuvre entre les mimines. Ou bien d'acteurs qui, pour s'immerger dans le tempérament d'un personnage, utilisent la solitude pour une plongée pénétrante qui sera impactante à l'écran. Chez les musiciens, ou dans les mondes des arts visuels, de la danse, du cirque et autres disciplines, on fait ce qu'on appelle des résidences. C'est une sorte d'immersion. Ça peut se faire seul ou avec les musiciens du projet sur lequel on creuse. Pendant quelques jours ou quelques semaines, on met tout le reste de côté. On se retrouve dans un endroit qui n'est pas notre cadre quotidien et on focalise sur un seul projet, d'ailleurs parfois jusqu'à saturation. Cet effet de saturation et de focus permet d'accéder à des profondeurs parfois rendues inaccessibles par les sollicitations extérieures confusantes.
Alors, c'est quoi le truc avec la solitude? Est-ce qu'on pourrait l'envisager, par exemple, comme une responsabilité envers nous-mêmes? Et donc un état dont nous pouvons gérer, maîtriser, et tu noteras que je ne parle pas de contrôle, mais de maîtrise. Un état donc dont nous pouvons gérer la venue et la compagnie douce amère. J'ai remarqué qu'on se croit souvent seul à vivre ce qu'on vit et que ce sentiment est souvent proportionnel à l'intensité de la charge émotionnelle que ça réveille. En gros, plus c'est intense et plus on se sent seul au monde. C'est d'ailleurs une des raisons d'être de ce podcast, c'est le « sache que tu n'es pas seul à vivre ça ». C'est souvent dans la solitude qu'on va expérimenter les sentiments les plus intraduisibles. C'est d'ailleurs un des moteurs qui pousse à créer, à exprimer par différents médiums et supports ce qui nous assaille, nous fait frissonner, trembler, vaciller. Développons. Alors, première piste. Fréquenter des personnes qui matchent avec notre vibe, quitte à en réduire le nombre. Si ça ne te nourrit pas ou qu'il faut sans cesse que tu filtres ton naturel, tu y perds quelque chose. Et c'est pas une histoire de bien ou de mal, il n'y a pas de polarité là-dedans. Il s'agit plutôt de résonance. Et pour ça, on peut par exemple s'observer à l'échelle de ce qu'on veut rencontrer chez l'autre. Ça permet de rééquilibrer la balance entre ce qu'on aimerait rencontrer chez l'autre, du coup notre désir, et ce qu'on a réellement à offrir, en étant tout à fait honnête avec soi-même. J'en conviens, des fois ça pique, on n'a pas envie de se voir comme on est, alors ça prend plus ou moins de temps. C'est parfois pourtant nécessaire pour s'entourer de qui nous ira. Un exemple. Si on aime partager des moments de silence avec ses potes, mais qu'en même temps on éprouve un malaise quand ça arrive, et que du coup on tombe que sur des gens hyper bavards tout le temps, c'est peut-être qu'il y a d'abord un truc à rééquilibrer en nous, une incohérence à cibler, pour que notre environnement puisse être en phase avec ce qu'on émane. S'il y a un truc qui ne marche pas, c'est qu'il faut essayer autrement. Agir sur nous-mêmes en somme, puisqu'on n'a de toute manière pas le contrôle sur l'extérieur, à moins de passer par notre intérieur. Pour pouvoir trouver une cohérence dans ce qu'on expérimente dans nos amitiés, nos relations en général, dans l'espace qu'on s'offre avec l'autre, il n'y a pas d'autre chemin que de passer par celui de nos ombres. C'est d'ailleurs plus ou moins consciemment, et entre autres pour ça, qu'on développe un lien avec la créa, pour plonger aux profondeurs de nous-mêmes et tenter de traduire l'indicible. Donc la première piste, ça va être de mettre de la conscience dans les choix de relations qu'on fait, d'être honnête avec ce que ça nous apporte ou non, et ce qu'on apporte à l'autre ou non. Quels sont les marchandages inconscients, les monnayages psychiques ou émotionnels en filigrane? Si j'ai à m'en plaindre, par exemple, qu'est-ce que j'y gagne au fond que je refuse de regarder aussi? Prendre sa part de responsabilité, somme toute, je me l'inflige ou je me l'offre? Et en utilisant le principe du « on emmène à soi ce qu'on émane », transmuter soi pour pouvoir accueillir d'autres conditions extérieures. Tu vois l'idée? Deuxième piste. Dans le cadre d'une amitié, équilibrer les moments d'ennui ensemble et de partage d'expériences nourricières nécessite quelque effort de curiosité. Comme une relation d'amoureux, d'ailleurs, on en prend soin, on y insuffle de la découverte. Et c'est pas une histoire de faire toujours des trucs de fou, du genre un saut à l'élastique, un resto sur la lune ou un concert de baleineaux. Plutôt, comme tu m'entendras souvent dire ici, rechercher l'équilibre. Un excès de temps apathique et appauvrissant passé avec d'autres pourrait traduire peut-être, et entre autres exemples, une petite peur de rester seul dans ses ruminations et ses douleurs. Par exemple, il y a sûrement plein d'autres configs intérieurs et ça touche à des aspects sensibles de nous-mêmes, mais enfin, tu vois la vibe. Pas de jugement de valeur ici, ce sont des périodes relationnelles qu'il est parfois nécessaire de traverser.
C'est souvent en expérimentant les extrêmes qu'on peut trouver son juste milieu. On en passe tous à un moment donné par l'oubli de soi-même à travers des relations fantômes, où la présence de l'autre est une présence, une compagnie plutôt qu'une amitié qui nous va. Et pareil pour les amours. Alors il pourrait s'agir par exemple de ménager moments d'ennui avec les autres et moments de curiosité partagés. Et de s'interroger, est-ce que cette relation me distrait ou est-ce qu'elle a du sens ? Les vieux couples et les amitiés usées ont entre autres en commun le peu d'attention qu'on leur porte et le manque d'intention et de recherche de découverte. Après, je suis bien consciente qu'il y a des relations qui nous apportent le réconfort du rien faire ensemble et d'autres la stimulation du « viens, on va faire ça ». Parfois les deux, parfois tout en un, parfois aucun, personne, nulle part. Encore une fois, chacun sa config. Il y a quelques mois de ça, une amie chère à mon cœur et moi, on s'était fait la remarque qu'on ne s'autorisait pas à chiller en créant ensemble. On faisait d'autres trucs super, mais ça non, alors qu'on est toutes les deux musiciennes et qu'en plus on s'est rencontrées sur un projet musical. Et on avait observé que les hommes entre eux avaient plus facilement cette fibre du laisser-aller ensemble. Faire de la planche à roulettes, taper dans un ballon, jouer de la musique, de manière désorganisée, spontanément comme ça, entre potes. Bon, on était consciente qu'on était en train de faire une généralité qui de toute façon ne nuisait à personne. Et puis peu importe, parce que ça nous a inspirés. On s'est dit qu'on allait prendre exemple et s'autoriser à, par exemple, faire de la musique ensemble. Mais sans projet, juste chacune avec ses instruments, chiller une après-midi sur un truc qu'on aime sans se juger comme ça. Donc la piste numéro 2, ça pourrait être quelque chose comme observer la fréquence et la qualité du temps passé avec d'autres. Dans un premier temps, peut-être même se voir moins en quantité pour gagner en qualité. La troisième piste qu'on peut explorer, ce sera de s'attarder sur ce dont, en nous, on s'allège et ce qu'on remanie, en nous toujours. Parce que depuis tout à l'heure qu'on est censé parler de solitude, on fait que de causer des autres. Mais pourquoi donc, me diras-tu ? Eh bien, quand on a regagné de l'espace et donc du temps en recherchant de la cohérence en nous, et donc avec les autres, et qu'on a densifié en qualité les relations qu'on a choisies, eh bien, on se retrouve avec plus de plages de solitude potentielles. Et elles vont, elles aussi, affiner nos facultés relationnelles. Nous connaissant mieux nous-mêmes, on pourra faire des choix plus judicieux d'un entourage qui nous va. Enfin, j'ai compris. Les qualités de nos solitudes et de nos relations se nourrissent mutuellement. S'accorder des plages de solitude suffisamment longues, ça permet de laisser le temps à la vase de retomber au fond et aux morceaux de bois de remonter à la surface. Et pour ce qui est de la nature de cette solitude, il est évident que de passer 6 heures seul pour binger des séries ou scroller sur les réseaux, comment te dire ? Bien sûr, il y a des moments où on fait ces trucs-là. Néanmoins, sous l'angle de la créa, qui est le sujet qu'on creuse ici, on aménagera cette recherche de solitude d'une manière différente. On va comme créer un espace de relâchement des émotions fortes. Prendre un moment de solitude assez long pour les laisser s'exprimer et prendre le temps ensuite de retrouver un état serein. Défouler de la colère sur un oreiller, remplir des bassines de larmes, c'est pas des trucs qu'on s'accorde facilement de faire devant les autres, n'est-ce pas ? En prenant garde, bien sûr, de ne pas rentrer dans le désespoir qui peut être trop lourd à assumer tout seul, on se permet un espace d'évacuation. Nos émotions, pour ne faire que nous traverser et non rester accrochés à nos esprits, à nos cellules, nécessitent d'être évacuées. Et l'écrin de notre solitude peut dans un premier temps y être un premier accès que l'on s'autorise. Quelle que soit la connotation qu'on prête aux émotions qui nous traversent, les laisser s'exprimer sans chercher à les atténuer, les réduire ou les juger, ça permet régulièrement de décharger notre système physiologique
psychiques et émotionnelles. Tout comme le doute, elles sont vectrices de messages et en leur laissant exprimer ce qu'elles ont à te dire, tu leur permets d'exprimer le potentiel de compréhension de toi-même qu'elles ont à t'offrir. Cette évacuation primaire, brutale, sans filtre, ça assainit. Il faut que ça sorte, nom de Dieu, il faut que ça sorte. Sans empêchement, technicité et surtout pas d'analyse. Alors si c'est trop angoissant au début, tu peux faire un middle. Passer du temps seul, entouré d'inconnus et t'observer un peu plus en douceur. Par exemple, te faire un resto solo. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu t'es pas fait un resto solo ? Et je parle pas d'un resto hyper speed entre deux trucs à faire ou les yeux rivés sur ton feed Insta. Un moment quali, tu vois. Quali au sens qualitatif. Un moment où tu as le temps, limite tu as fait une réservation avant, tu n'as ni casque, ni écouteur, tu savoures ton plat, tu laisses émerger la sensation d'ennui et les inconforts éventuels dans lesquels ça peut te mettre. Et tu peux laisser certains délices aussi t'envahir tout entier en regardant les platanes plataner, les passants passer et les ombres et les lumières se chamailler l'espace public. Et si t'as pas de thune pour aller au resto, ce qui se conçoit fort bien, ça peut être une balade dans un parc ou dans le Zion, un tour dans une expo gratuite, se poser un quart d'heure sur un banc d'une église, un lieu propice pour se laisser fleurir à soi-même. Tu peux prendre un café en terrasse ou à l'intérieur, lézarder quelques minutes sur les marches d'un bâtiment au soleil, marcher pieds nus dans un carré d'herbe, oui, pieds nus. Oui, les bras ballants, en ne faisant rien d'autre qu'être. Bon, ensuite, une fois qu'on a évacué les émotions ou qu'on a tempéré nos rythmes internes et repris contact avec nous-mêmes, on peut se créer un espace de déconditionnement. Et donc là, on passe de la sphère émotionnelle à la sphère un peu plus de l'esprit. On peut donc identifier nos automatismes, nos peurs, nos désirs, nos aspirations réelles. De toute façon, dans la solitude, elles vont émerger naturellement, ces réflexions. Donc avant de remplir notre théière, nous la viderons, puis nous la nettoierons. Notre état d'être envers nous-mêmes imprègne notre capacité à créer et la nature de ce que nous créons. Donc la troisième piste, ce serait de plonger dans l'inconfort des solitudes intentionnelles. C'est dans ces moments où le chaos externe ferme un peu son clapet que le bouillonnement interne peut faire des bulles et que sortent de leur terrier les autosaboteurs, les voix assassines dont on ne peut entendre le mugissement et ressentir les inconforts que lorsqu'on s'accorde le silence. Constater en quoi on a pris l'habitude de se nuire, trouver le chemin de la sortie de ces souffrances engourdies. Donc premièrement, on se déleste, ça fait mal mais ça fait du bien. Et ensuite, on réaménage. Parce que oui, on ne peut pas bouger les meubles si c'est plein à craquer, tu vois. Quatrième piste. Une fois qu'on a évacué émotion et déconditionné esprit, ça va être de s'attarder sur ce dont on s'emplit cette fois. Comme nos relations nous ont nourris, nos moments passés seuls seront nourrissants eux aussi. C'est dans ces moments qu'on prendra le temps d'écouter l'album qu'on nous a fait découvrir, de lire ce bouquin, d'envisager le monde sous l'angle de cet endroit qu'on a visité en divaguant ensemble, de se laisser inspirer. Ça peut être prendre des moments pour chiller vraiment, se détendre, genre un bain de pied, un bouquin, une balade, écrire dans un journal, gribouiller sur un carnet sans objectif de produire. Enfin, ce genre de vibe qui recharge et qui détend à la fois, qui peuvent se faire que dans le cocon de notre intériorité. Le corps relaxe pour que puisse résonner ton propre écho en toi. Après avoir expulsé les épines, on peut laisser le cocon bourgeonner. Ça se fera peut-être pas en une fois, ça prend le temps que ça doit,
Et on peut, avec patience, en constater les lentes transformations. Après avoir pris le temps de mettre ton corps et ton intérieur dans des dispositions de tranquillité, un peu comme hors du monde, te poser distraitement sur ton instrument, ton morceau de papier, ta glaise, ton microscope, ta tablette graphique, etc. Et là, tu laisses faire. Sans intention de pratiquer, d'améliorer, travailler, peaufiner ou performer, tu laisses sortir. Expression pure, sans règles, sans contrainte ou objectif. La solitude est comme une toile blanche qui nous invite à esquisser de nouvelles perspectives. Et puis là encore, ça peut soulever aussi des questionnements. Est-ce que je me juge avant même d'avoir commencé à créer ? D'où ça vient ? Est-ce que j'ai du mal à lâcher prise ? Est-ce que ces voix témoignent d'expériences passées ? Et comme les imprégnateurs de mon histoire sont plus là pour me les souffler à l'oreille, j'ai pris le relais et je suis devenue mon propre juge. Enfin, tout ça. Donc, 4e piste, ça va être de passer par différents angles de toi-même, corps, esprit, émotion, pour aller chercher, avec volonté donc, et aussi laisser naturellement apparaître, sans volonté donc. Mais apparaître quoi ? Eh bien, des inspirations et les voix du dedans qui les accompagnent. Brouillon, merveille, à écrire, jouer, tracer, marteler, former. Une piste bonus, ce serait de consacrer une part de notre temps de solitude dans la nature. Que ce soit un carré d'herbe, voire un jardin, voire un parc ou même une forêt, un petit bout de plage, une mer, un océan ou sous l'unique arbre du coin. Ou si vraiment autour de nous c'est la city, la contemplation d'un ciel de jour ou de nuit, avec ou sans nuages, quelle que soit sa couleur. Juste quelques minutes. Le temps que nos rythmes physiologiques et psychiques redescendent et qu'on se laisse à nouveau sourire. La nature, comme tu m'en entendras souvent faire l'éloge des bienfaits, est la créatrice ultime. C'est d'elle qu'émanent toutes les merveilles du vivant, les phénomènes et les espèces qui inspirent les hommes depuis des siècles. Elle est une source de réinitialisation interne puissante pour quand on se sent submergé de l'intérieur de nous-mêmes et de nos questionnements, et aussi une source d'inspiration intarissable pour peu qu'on s'autorise à ralentir, prendre le temps de percevoir ce qu'elle nous prodigue de sa subtile magie discrète. En résumé, la solitude est idéale et meilleure amie, ou démon et état à fuir. Ou peut-être encore, en a-t-on déjà appréhendé les méandres ? On peut l'aimer trop fort, par défaut, et puis réconcilier avec nous-mêmes, apprécier à nouveau la présence des autres, redevenir curieux du monde, lui rendre une place juste pour nous. On peut aussi, à l'inverse, la maudire et la détester, parce qu'un tête-à-tête avec elle nous terrifie. Comme si c'était nous-mêmes que nous avions peur de voir dans l'écho du silence qu'elle nous offre. Quelle que soit notre évolution, nous constatons que, comme presque tout ici-bas, c'est la recherche d'un équilibre propre à soi qui nous comblera. Nous, humains, sommes des êtres grégaires. Ça signifie que c'est dans notre nature de nous rassembler et de rechercher de la compagnie. Notre besoin d'interaction est inscrit dans notre patrimoine génétique. Pour de vrai, hein. Et la solitude, bien sûr, donne du relief. La ressource qu'elle nous prodigue nous permet de proposer nos richesses à ceux que l'on côtoie. Et les enrichissements relationnels sont aussi, entre autres, une source de nos évolutions et de nos inspirations créatives. Le groupe de potes avec qui tu peux faire des sessions, échanger sur ces sujets qui te passionnent, en parler pendant des heures sans avoir l'impression de saouler, pouvoir avoir des retours sécures et bienveillants, et en même temps techniques et compétents, c'est fondamental. On a les potes qui font autre chose, et puis on a les potes qui comprennent ce qui nous anime, même s'ils sont animés d'une manière différente. En genre de conclusion,
L'huile d'olive. Tu prends 2-3 cuillères à soupe par jour, c'est plutôt une bonne idée. La moitié de la bouteille et paf, on a basculé dans l'excès. Au final, c'est pas l'huile d'olive qui est vilaine, c'est de confondre les cuillères à soupe et les louches. Avec la solitude, et tout un tas d'autres sujets d'ailleurs, c'est une histoire de dosage. Si tu restes trop longtemps dans la piscine de la solitude, t'as la peau qui fripe et le cœur qui s'assèche. Si tu y plonges et que tu en sors tout de suite, t'as juste de quoi ressentir le choc de la température sans avoir pris le temps de sentir se manifester les bienfaits. Et si tu y restes le temps qu'il te faut, en acceptant qu'au début il y fera un peu frais, tu pourras en récolter les bienfaits et les plaisirs. En te connectant à l'ennui nécessaire à la création d'un espace d'où pourront fleurir idées et envie de créer. Précisons que la solitude est un acte volontaire et le sentiment de solitude, lui, un état qui se manifeste malgré nous. On peut se sentir seul alors qu'on est entouré de plein de monde et se sentir complet et rempli quand on est physiquement seul. Dans une solitude, disons, bien menée, consciemment aménagée, l'on peut approcher de certains états contemplatifs. On se connecte à des principes plus essentiels. Et on se donne une chance de se permettre d'exister et de se laisser inspirer plus librement. On peut constater les limites qu'on se pose quand l'extérieur n'est plus là pour nous fournir une bonne excuse de nous entraver à travers l'autre. On peut contempler nos actions et développer notre présence à nous-mêmes et au monde. On peut saisir la présence de l'empêcheur intérieur et aussi du créateur en nous. Et toi, quelle est la nature de ta relation à la solitude ? Comme tu le sais, il est enrichissant pour moi d'avoir tes retours, sensations, digressions, billevesées et coquigrues. Dans la douceur et la bienveillance, ça va de soi. Tu peux donc interagir avec le contenu du podcast sur mon Insta Renaissant. Le nom c'est Mélimélus. Check dans la description, il y a toutes les infos. News et mood du moment. Concernant le podcast, j'aime beaucoup produire ce podcast. Je me vois pas arrêter et je dirais même que j'ai envie de continuer un moment. C'est mutable pour l'instant. Je laisse émerger. La production du podcast me donne envie d'en apprendre plus sur le son, les manières de le relier. À l'état actuel des choses, je mets du soutien et des conseils des copains ingé son et musiciens, de vidéos YouTube et bien sûr de beaucoup de faire aussi. Avec, j'en conviens, des loupés de ci, de là, tu connais, work in progress. Pour le moment, le rendu sonore, bruitique et musical me satisfait pas pleinement. Je m'en flagelle pas non plus. Simplement, j'aimerais que ça évolue. J'accepte de devoir en passer par là, publiquement même du coup, puisque c'est un podcast, parce que je sais aussi que c'est l'accès vers l'amélioration. Même si parfois, en vrai, ça me cringe moi-même, bon. J'ai plein d'idées. J'ai envie de garder ce format comme base et de développer d'autres formats aussi. Ponctuellement, au début, j'ai déjà fait ma liste, j'ai jeté mes concepts sur le papier, seulement je dois accepter que, chaque chose en son temps, n'est-ce pas ? En parallèle, j'ai du temps quotidien à consacrer à la direction que je me suis donnée dans la musique. Ces deux chemins cheminent côte à côte, et bien que rien ne soit vraiment accompli pour le podcast et que tout soit à remodeler pour la musique, je savoure et j'apprécie l'envie que j'éprouve chaque jour d'en matérialiser le tracé. Les deux, avancée musicale et production du podcast, se nourrissent mutuellement. Je prends le temps qui m'est nécessaire tout en brûlant d'envie. Autre chose, le fourmillement humain du quotidien précipitatoire a repris ici en Île-de-France. Pour les États de province, c'est probablement l'inverse. L'agitation s'en est allée. Et c'est là où je vis qu'elle redébarque, pleine de ses propositions vestimentaires et stylistiques,
de ces interactions tantôt ronchons, tantôt souriantes, multiformes, parfois déroutantes, de ces cliquetis et scintillements. Ce remue-ménage alentour qui me pousse par son charivari éclectique à stabiliser en moi l'assurance de mes propres rythmes intérieurs. Et je navigue sans chavirer jamais ou quelques frayeurs. Je m'accroche au bastingage et j'accepte de perdre en vitesse parfois pour gagner en équilibre. Je louvoie, je garde mon cap. Le vent de la ville fait des nœuds dans les cheveux de mon esprit, mais je tiens bon. De toute façon, j'ai un peigne en bois d'olivier pour les démêler. Et puis, entre deux bourrasques ébouriffantes, il y a le reflet des lampadaires sur flaques flegmatiques, les tapis de feuilles au frou-frou satisfaisant, et puis les horizons à esquisser. En guise d'inspi pour cette quinzaine, j'aimerais te partager un morceau que j'associe au tapis de feuilles marronnées que nous offre l'automne. Non par le sens de ses paroles, mais plutôt par la vibe d'entre-deux eaux qui l'émane, au goût de mon âme en tout cas. Un groupe qui prend soin de mes oreilles depuis de nombreuses années. Il s'agit du morceau Angel, du légendaire groupe Massive Attack. Et pour les plus curieux, l'album non moins légendaire, Mezzanine, sorti en 1998, pour le plus grand enthousiasme de la petite fille que j'étais, quand quelque chose en moi est tombé en fascination à son écoute. Quoi qu'il en soit, cet album, qui pour moi est d'ordre racinaire, accompagne avec justesse certaines de mes cérémonieuses solitudes. Il dégage pour moi un arôme d'enfance et de darkness tranquille, de sonorités originelles, presque maternelles. Je te mets ça dans la description de l'épisode. Et ce sera tout pour le mood du moment. Je formule le souhait que l'ivresse de la rentrée et les brises qui l'accompagnent intensifient les élans en toi de créa et ou la découverte d'outils qui l'encouragent. Je te laisse ici au portail d'une brève vadrouille sensorielle et divagatoire, 100% maison, vectrice d'imprégnation réconfortante et de sagesse soutenante. Voici donc quelques minutes qui ponctuent de sensible le propos plus fonctionnel qui vient d'être développé. Nous, on se capte le 29 septembre 2024 pour un épisode de chill et d'ouverture, comme toujours de mon mieux et avec beaucoup de cœur. Et comme on dit là d'où je viens, je te fais le bisou. Bienvenue dans la vadrouille sensible. Dans cet espace, ton imagination monte sur le dos de la mienne. On se promène et on voit ce qui se passe. Ou ne se passe pas d'ailleurs, car la présence raconte autant que l'absence. À côté de toi, il y a une malle en bois de brume, une malle d'alchimiste. Tu peux y poser ce que tu veux. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose, et ce dont on décide de se défaire, elle en remanie la matière. Allons-y. Posé dans l'atmosphère encaféinée d'une terrasse ensommeillée autant qu'ensoleillée, chacun est là, dans son besoin de calme et avec le silence de tous les autres. Partager ce genre de silence ensemble avec ces inconnus familiers, c'est comme le calme plat, tu sais, la surface lisse de la mer très tôt le matin. Et sans vraiment regarder, tu vois, comme à travers l'œil d'une caméra. Tu sais, ça fait un peu la sensation d'être un reporter. Tu fais partie du décor et en même temps pas de la scène.
Tu es présent et pourtant tu ne participes pas. Et avec ce mouvement fluide d'un long plan séquence, ton regard passe de l'enfant qui se fait trimballer par la main d'un parent pressé et mal réveillé à un troupeau de pigeons qui scrutent la moindre miette de croissant qui tomberait d'une bouche négligente. Tu vois le serveur attentif et le chauffeur de bus lassé. Tu sens les pierres de l'église se réchauffer dans ce soleil frais et la brise discrète ébouriffer les fleurs fragiles. Il y a aussi un vol d'oiseaux coordonné là-haut, le genre qui fait lever la tête de fascination même aux soucieux. Quelques vagues vivantes, un prétexte pour lever le nez vers le ciel, et puis déjà, ils sont loin. Mais l'effluve de liberté et du sentiment d'être transporté avec eux, elle a laissé son empreinte. Quelques violets, 2 ou 3 parmes, un peu d'orange, de vert et toutes sortes de bleus. Et en sirotant le liquide chaud et réconfortant que t'a apporté ce serveur dévoué et aux aguets, tu te rends compte que pour que tes lèvres épousent la forme du bord de la tasse, tu dois sourire moins. Il a émergé, comme ça, de ce matin tranquille et fourmillant à la fois, ce sourire serein que tu dois maintenant atténuer pour boire. La malle d'alchimiste tient toujours ses promesses. Tu peux y récupérer ou laisser ce que tu veux. À la prochaine dans le journal de bord de Mélimélus.